l'apocalypse par l'IA, c'est quelque chose, si on cherche, c'est toujours utile de regarder les analogies dans le passé. C'est des thèmes qui ont été repris au moment de l'arrivée de l'électricité, au moment de l'arrivée des robots dans les usines, au moment de l'arrivée du logiciel, des micro-ordinateurs, du mobile. Il y a toujours eu des scénarios catastrophes. Bonjour Georges Naon. Bonjour. Vous avez été pendant 15 ans président d'Orange dans la Silicon Valley. Vous êtes spécialiste de la tech américaine, aujourd'hui conseiller en innovation technologique, auteur, conférencier. Alors, on va parler ensemble de l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers, sur l'emploi. Mais avant cela, puisque vous ne vivez plus en Californie, mais vous y conservez beaucoup de connexions, dites-moi, Georges Naon, comment va la Silicon Valley aujourd'hui ? Est-ce toujours le berceau de l'innovation technologique ? Oui, alors ce qui se passe aujourd'hui, qui est très intéressant dans la Silicon Valley, c'est que après une période d'euphorie pendant la Covid, qui était liée au fait que le secteur du numérique a énormément profité avec le secteur des livraisons à domicile, a vraiment profité du boom, du fait des confinements. Les entreprises avaient commencé sur-recruter, donc il y avait énormément de gras en fait dans les effectifs, et donc avec des résultats qui n'étaient pas au rendez-vous. À partir de la fin 2022, on a vu arriver les premiers plans de licenciement, des résultats moins bons, des grandes entreprises, quelques-unes du groupe des Big Tech d'ailleurs. Et puis en ce moment, cette vague de licenciements, de dégraissage continue, avec aussi quelque chose de très intéressant, c'est que l'engouement qu'il y avait eu l'année dernière pour ce qui était le Web 3, c'est-à-dire tout ce qui était... On en est où de ça ? On en parle encore à San Francisco ? Alors on en parle encore, mais alors on n'entend plus beaucoup. C'est-à-dire l'écho médiatique n'est plus là d'une part, mais même l'état d'avancement de tous ces projets autour des bitcoins et tout ce qui était tokens, etc. Et même de la réalité en 3D en fait. Oui, de la réalité augmentée, réalité virtuelle, voilà, toutes ces choses-là. En fait, on voit bien un petit peu l'inflexion de Mark Zuckerberg, qui parle plus trop de son métavers aujourd'hui. Il a tenu bon jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'au d'ailleurs au compte rendu aux analystes financiers, et il a quand même réintégré l'IA, l'intelligence artificielle, comme étant la priorité de la société. Et donc en fait, il y a eu cette espèce de double dépression parce que beaucoup moins d'intérêt pour le cheval de bataille de la vallée à l'époque qui était quand même ça, y compris le Web 3. Et le fait que en ce moment on continue à licencier. Heureusement. Pourquoi on licencie ? Alors on licencie parce qu'il y a eu trop de monde, trop de gens recrutés pendant les phases d'exubérance et puis d'espoir que les tendances très positives de croissance qu'on avait observées chez les big tech et les tech en général, pas seulement les big tech, dans la Silicon Valley, qui avait commencé donc pendant la phase de la Covid, allaient continuer. C'était assez bizarre d'ailleurs d'imaginer que cette tendance qui était vraiment, elle n'était pas exponentielle, mais elle était très très forte, allait continuer. Ça n'a pas été le cas. Donc ils l'ont tous reconnu, tous les patrons qui ont de Amazon à Facebook ont reconnu qu'il y avait eu de l'excès, qu'ils s'étaient trompés dans leurs prévisions, et donc il faut expliquer aux analystes financiers que on va faire des économies. Ouais. Et puis après il y a un petit effet moutonnier, non ? Il y en a un ou deux qui le font, et du coup tout le monde se sent obligé de le faire. Oui, et puis le contexte géoéconomique est pas très bon. Quand même. Bien sûr. On a peur de la guerre en Ukraine. Il y a l'inflation, il y a toute une série de menaces. Il y a la menace pour les Américains, le Pacifique quand même, la Chine, enfin tout. Il y a quand même des incertitudes qui font que les taux d'intérêt, bien sûr, toutes ces choses-là font que il y a un environnement en général, et pas spécialement pour la tech, qui est pas bon, mais qui veut dire que les entreprises en général investissent moins dans la tech. Il y a eu l'explosion de la Silicon Valley Bank, qui est quand même un pilier de l'activité, même si c'était pas une banque particulièrement moderne. Enfin, il y avait rien de spécial à dire quand on était là-bas. On y allait parce qu'ils faisaient des événements intéressants, mais on avait l'impression que c'était des gens de New York en costume gris qui étaient là, quoi. Il n'y avait pas quelque chose de vraiment lumineux dans le fonctionnement de cette boîte. Peut-être que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, à part des erreurs de gestion, qui ont amené à cette explosion de cette banque et de deux autres derrière. Mais celle-là, comme elle s'appelle en plus Silicon Valley, ça a eu un impact direct sur les startups. Et pas ça a fait du mal aux startups, ça, parce qui étaient quasiment toutes, beaucoup dans cette banque. Et d'ailleurs, l'État fédéral s'en est mêlé tout de suite parce que on a tout de suite compris le risque énorme. Donc le climat a été mauvais. Et là, tout d'un coup, vous avez
l'IA qui arrive avec ChatGPT, qui sort, une boum, personne n'avait vu venir ça. Et c'est souvent comme ça que la vallée avance. Tout d'un coup, il y a un truc qui sort, un moteur de recherche qui était Google, alors que tout le monde faisait des machins sur Yahoo, AltaVista, des machins comme ça à l'époque. Et puis tout le monde dit, mais ce truc est génial, tout le monde veut y aller, tout le monde veut regarder. En l'espace peut-être de 2 mois, ça a donné aux investisseurs, et notamment au capital risque, une raison de continuer à désinvestir sur la partie Web3, c'est-à-dire donc les mondes en 3D, les virtuels, les choses virtuelles, et tout ce qui était Bitcoin, la famille Bitcoin, disons en général, même si ça reprend un peu, parce que bon, les Bitcoin, on ne sait jamais qui est vraiment derrière dans la manipulation des cours, hein, et c'est pas seulement américain, loin de là. Mais je veux dire, en termes de technologie, les promesses, les startups qui gravitaient autour de ce monde du Web3 intéressent beaucoup moins. Alors, l'espoir vient, comme toujours, d'un nouveau truc qui n'est pas incrémental, qui est brutalement, pour le cas de le dire, disruptif. Disruptif. En tout cas, il est nouveau et il donne des tas d'idées à des tas de gens qui ont envie d'inventer. Depuis les développeurs logiciels qui se disent mais ce truc est vachement intéressant, je vais commencer à jouer avec. Il faut voir que ChatGPT et ces genres de plateformes commencent à être disponibles en open source. Donc ça, rappelez-vous le début d'Internet. Un début d'Internet, Internet doit en fait son explosion au fait qu'en open source, on trouvait quasiment tous les produits pour faire des serveurs, pour faire toutes sortes de choses. Et donc sans l'open source, accompagné bien sûr des produits commerciaux classiques, on n'aurait pas eu le web, en tout cas on l'aurait pas eu aussi rapidement qu'on l'a eu. Et tout ça quand même facilité par l'augmentation en débit des réseaux de télécommunications. Il ne faut jamais oublier. Là, c'est l'ancien président d'Orange Silicon Valley qui parle. Parce que je pense qu'il va, je veux dire, c'est un peu injuste, mais d'un autre côté, il faut le rappeler, c'est quand même. Et donc il faut s'attendre encore, j'espère, à des innovations dans les réseaux qui vont permettre de faire des choses complètement nouvelles. Alors, pour revenir à l'espoir de la Silicon Valley, c'est ces espèces d'aspirateurs de talent et d'argent que constitue la phase de l'IA générative. Beaucoup d'argent va aujourd'hui dans l'IA générative, dans les startups. Même d'ailleurs, j'ai vu au Canada, il y a une société Cohere là, qui vient de lever pas mal d'argent avec une valorisation en milliards. C'est des anciens de Google pour une partie d'entre eux. Il y a des grandes maisons comme Salesforce qui ont investi là-dedans. Et donc, je pense qu'on va voir de plus en plus ces startups se créer. La hantise du gouvernement américain, c'est que les gros qui sont déjà là et qui avaient les moyens de créer ces énormes, d'exploiter les énormes fonds documentaires d'Internet avec leur cloud, leur gigantesque data center, soient capables d'étouffer en fait les nouvelles startups qui vont se créer dans ce domaine. Donc ça préoccupe l'administration fédérale américaine qui se dit, est-ce qu'il ne faut pas réglementer ? Alors tout le monde veut réglementer l'IA. Alors justement, Georges Naon, comment est-ce que vous percevez les inquiétudes des grands pontes, de certains grands pontes de l'IA qui se sont exprimés récemment ? Geoffrey Hinton qui a démissionné de Google pour se transformer en lanceur d'alerte. Joshua Bengio, grande figure également de l'intelligence artificielle, qui dit attention, ça va pas. Bon, on pourrait mettre aussi Elon Musk, mais qui n'est pas un grand nom de l'IA à proprement parler. Tous ces gens-là tirent la sonnette d'alarme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je suis un peu surpris que des gens aussi compétents, célèbres, décorés pour le travail qu'ils ont pu faire jusqu'à présent dans l'IA aient l'air tout d'un coup de découvrir qu'il y a des risques. Alors, la réalité, c'est que les alertes, il y en a eu ces 5-10 dernières années. En fait, on oublie, mais il y a eu déjà des questions. Moi, je me souviens d'avoir vu en France un rapport sur l'impact de l'IA sur le travail qui avait été commandé par le gouvernement. Je parle de 2016, par exemple. Et il y a même eu des tentatives, même des choses qui ont été faites entre les pays, entre l'Europe, le Canada, les États-Unis, la Chine. Je me souviens, c'était le ministère des Affaires étrangères qui s'occupait de ça en France. Il y a un ambassadeur du numérique, je ne sais pas s'il est toujours là, mais qui était notamment chargé de ça, de trouver un accord commun. Ce qui m'a surpris, moi, c'est que tout d'un coup, on a eu besoin de faire un moratoire, cette fameuse lettre. Enfin, on l'a pas fait. Il y a eu une demande, une pétition pour. Pardon, c'est une demande pour qui a en fait qui regroupe des tas de grands noms. Alors
Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, d'ailleurs. Hein, oui, dont Yann Lequin. Yann Lequin. Fait lui aussi partie du gratin, on va dire. Exactement. Bill Gates aussi n'était pas d'accord, ouais. Sur des bases très intéressantes aussi, des bases de réflexion intéressantes. Et donc, c'est surprenant. En plus, demander qu'on arrête 6 mois, un machin comme ça, c'est là où ça m'a le plus surpris. La majorité des gens qui étaient derrière cette initiative sont de grands spécialistes de la technologie de l'IA. Donc, ce sont des gens qui savent bien que le génie est sorti de la bouteille. On peut pas, de la boîte de Pandore, ce que vous voulez, mais on va pas revenir en arrière. Et puis, mais est-ce que c'était pas avant tout une manière de tirer le signal d'alarme ? Même sans croire forcément à la possibilité d'un moratoire. Alors, les cyniques disent que, en commençant par Elon Musk, et puis quelques-uns des très gros qui ont signé ce truc-là, qui ne sont pas avancés dans l'IA, c'était un moyen de ralentir le truc pour qu'ils puissent rattraper le temps perdu. Exactement. Ce qu'a fait Elon Musk, qui a créé tout de suite une société pour... Alors bon, en 6 mois, on rattrape pas, c'est pas vrai, quoi. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qu'on découvrira dans quelques années. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un besoin qui est reçu d'ailleurs un tel écho, pas seulement aux US, mais dans le monde entier. Tout le monde a voulu s'inspirer de ça, dire, voyez, c'est ça, donc il faut qu'on le fasse aussi. Donc ça a été utile de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu un gros machin. Le truc qu'a fait la Commission européenne, qui est en train de terminer, est très intéressant aussi. Il y a un projet de cadrage éthique de l'IA. Le AI Act. Voilà. C'est vraiment très, très important et très intéressant. Alors, ça ne va pas régler des problèmes de différence de dynamique entre les États-Unis et le reste du monde en matière d'IA. Je pense que ils ont pris une avance qui est... Alors, il y a beaucoup de dimensions. Il y a les circuits intégrés où ils ont pris une avance considérable. Bon, tout le monde travaille à avoir ces circuits intégrés, mais bon, vous parlez de qui, là ? Nvidia, par exemple. Des Américains. Les Américains, oui, bien sûr. Je veux dire, les Américains sont très en avance. Bien sûr. Parce que... Historiquement. Alors, historiquement, et puis sur ces domaines-là, ils arrivent à très rapidement faire des itérations. Ils ont compris, Nvidia n'était pas dans l'intelligence artificielle du tout. C'est dans les circuits intégrés pour les jeux vidéo. Et ils ont compris que leurs circuits intégrés pouvaient servir, dans un premier temps d'ailleurs, à faire des bitcoins. Donc ça leur a rapporté énormément d'argent et après et même presque en même temps à faire de l'IA en fait, à faire tourner des data centers spécifiques pour l'IA. D'ailleurs, Google a conçu son propre circuit intégré. Tout le monde, enfin tous les grands essayent d'avoir une maîtrise sur un circuit intégré optimisé pour faire de l'IA en fait, pour produire de l'IA. Donc il y a plein de dimensions dans lesquelles on voit que l'écart de dynamique entre ce que fait la Silicon Valley et ce que fait le reste des États-Unis et le reste du monde, et notamment l'Europe, est important et risque de rester important pendant un bon moment. Ouais. Mais sur les craintes l'apocalypse par l'IA, alors, l'apocalypse par l'IA, c'est quelque chose, si on cherche, c'est toujours utile de regarder les analogies dans le passé. C'est des thèmes qui ont été repris au moment de l'arrivée de l'électricité, au moment de l'arrivée des robots dans les usines, au moment de l'arrivée du logiciel, des micro-ordinateurs, du mobile. Il y a toujours eu des scénarios catastrophes. Parce que, et c'est bien normal qu'on se pose des questions quand on ne peut pas voir le champ de conséquences que peuvent avoir des nouvelles technologies qui ne sont pas des améliorations incrémentales. Ce sont des améliorations, enfin, ce sont des innovations brutales. C'est-à-dire, on passe à une autre dimension. Alors, est-ce que dans le cas de l'IA, il y a quelque chose de particulier ? Personnellement, je pense que oui. Je pense qu'il y a des éléments de risque qu'on n'avait pas dans les technologies du passé, qui ont fait évoluer le monde, du mobile à l'électricité et à Internet. Parce que il y a ce qui est frappant, c'est que les grands inventeurs dans Hinton disent volontiers que maintenant l'IA se permet de faire des choses qui n'étaient pas envisagées, qui n'avaient pas été imaginées même par les créateurs. Donc ça, c'est intéressant comme point de vue. Ça veut donc dire que c'est comme si on avait fait un logiciel. On avait créé un logiciel qui tout d'un coup se mettait à donner des résultats qu'on n'avait pas demandé. Et en disant, mais il faut faire comme ça plutôt que comme ça, etc. Alors, on a envie de lui dire de quoi je me mêle. Oui. Alors, le logiciel ne pouvait pas trop le faire parce que ça reste quand même une création de l'humain. Ouais. C'est-à-dire que ça fait ce qu'on lui dit de faire.
L'IA était censée faire ça, sauf que les bases, les principes de l'intelligence artificielle, en l'occurrence générative, et tout ce qui est derrière les grands langages linguistiques qui sont utilisés, eh bien, c'est comme si on disait la connaissance, on sait comment ça marche, et donc il n'y a pas de problème. Et en réalité, non, parce que notre cerveau n'a pas accès à cette connaissance inouïe qu'a été capable d'acquérir, ou acquis ces grands langages de modèles, disons l'IA génératif ou ChatGPT par exemple, ont eu accès. Et c'est pas fini parce qu'ils ont eu accès à. On dit ça comme si ce qu'ils avaient c'était incomplet. C'est déjà gigantesque et cosmique ce qu'ils ont eu comme taille et variété de discussions, de livres, de discours, de thèses, etc. sur Internet. En fait, ils ont ces modèles se sont gavés de toutes ces informations. Alors avec une date butoir, par exemple ChatGPT, ça s'arrête fin 2021. Fin 2021, mais alors on dit. Ça va être alimenté. Oui, bien sûr. Il y a déjà d'ailleurs, des versions, que ce soit de Bing, de Microsoft et avec ChatGPT ou même d'autres approches où en fait on peut demander à ces systèmes d'aller voir sur Internet, d'aller chercher aussi des Internet d'aujourd'hui, de maintenant, d'hier soir, des informations utiles pour affiner en fait les travaux. Je ne veux pas dire les réponses parce que c'est pas uniquement des réponses que font ces systèmes, ce sont véritablement ils accomplissent des tâches. Oui, il y a de l'analyse. Il y a de la proposition de décision. Oui, il y a des options qui sont proposées. Il y a et donc même si avec l'expérience on arrive à voir qu'il y a un mode statistique là-dedans. Enfin, on arrive à sentir au bout d'un moment comment c'est fait. C'est-à-dire que, et en plus il n'y a pas de mémoire là-dedans. Pour le moment il n'y a pas de mémoire. Ouais, elle est très courte, quoi. Elle est très courte. Elle va devenir de plus en plus grande et tout ça va s'améliorer. Alors d'un côté c'est bon signe. Parce que avec tout ça, on va être en mesure peut-être de mieux cadrer, de mieux régler les risques d'écarts inacceptables. Par exemple, en mettant des gens qui essayent de mettre des filigranes là-dedans numériques. Bon, il y a déjà des gens qui expliquent qu'on n'arrivera probablement pas à détecter qu'une production par un IA est faite par un IA, parce que l'IA peut assez rapidement réagir. Et les gens qui font ces choses-là sont capables de demander à l'IA de masquer. C'est le problème du paraphrasage. Oui. En fait, c'est tellement facile de paraphraser un truc qu'a sorti ChatGPT pour faire croire que ça vient pas de ChatGPT. Voilà. Oui, pour l'instant, c'est encore l'humain qui le fait. Voilà. Les étudiants le font. Les étudiants le font. Ils ont tout compris. Parfois même, ils le mettent dans des logiciels qui vont se charger de paraphraser. Exactement. En fait. Et ce que vous venez de dire montre à quel point on est dans une phase de production et d'imagination et d'innovation exceptionnelle. Et donc, vous vous rendez compte, ça fait, l'IA générative, ça a démarré, disons, au début de l'année, fin de l'année dernière. Donc, nous sommes en mai. Ça veut dire c'est une affaire de 5-6 mois. Ouais. Et on a déjà des tonnes d'idées, de start-up, d'argent qui vont vers cette voie, qui sont réorientées d'ailleurs, avec quand même une préoccupation, par exemple, du capital risque, qui se dit certaines des startups en fait ne vont pas avoir beaucoup besoin de capitaux parce que justement elles utilisent de façon hyper optimisée les IA, tous les IA pour faire les outils dont ils ont besoin, puisque quand même un des aspects stupéfiants de ChatGPT, c'est quand même que ça peut écrire des programmes informatiques. Avec un taux de réussite suivant qui on écoute, on entend entre 55 et 75% de réussite. Donc le travail finalement du superviseur ou la superviseuse, c'est très peu de choses à vérifier. Vous voyez, donc vous pouvez faire des programmes. Donc l'amélioration du fonctionnement de la société en général et de l'économie, qui est quand même largement basée sur des systèmes informatiques, va être stupéfiant. Alors, on en vient à ce qu'on avait prévu d'évoquer le plus, Georges Naon, l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail. Donc, on est en plein dedans, vous en parlez, avec toujours la question, est-ce que ça va faire disparaître des métiers ? Là, on voit des prévisions. Goldman Sachs qui parle de 300 millions de postes
dans le monde qui risquent de disparaître, des listes d'emplois, de métiers en tout cas qui n'existeront plus ou qui vont être sérieusement impactés. Ça va de spécialistes des relations publiques à secrétaires juridiques, poètes, paroliers, mathématiciens, ingénieurs, gestionnaires de données, etc., etc. Journalistes, c'est dans la liste également, ça va être impacté, ça l'est déjà. Quel est votre regard là-dessus ? Beaucoup d'activités, de rôles et de jobs vont être impactés. L'impact sur le marché de l'emploi, ça reste à préciser. Pourquoi ? Parce que même si effectivement cette vague d'innovation autour de l'IA générative, beaucoup plus rapide que ce qu'on a vu dans le passé. Enfin, ça, c'est exceptionnel. C'est la vitesse. Donc, est-ce qu'on va être capable de convertir, d'amplifier, comme on dit, les rôles actuels pour les gens qui sont en poste et qui ont déjà des compétences de base suffisantes? Est-ce qu'on va être capable de les élever assez rapidement en compétences? Alors, la réponse est probablement oui. Est-ce qu'il y aura une carence, une pénurie de gens de ce genre-là ? Oui, on a vu ça au moment, je me souviens très bien de l'époque du Big Data. On ne trouvait pas assez d'ingénieurs formés au Big Data. C'était moins sous pression qu'on va l'être là avec l'IA génératif, mais il y avait quand même une pénurie. Et puis les écoles, les entreprises se sont mis à former, à reformer. Il s'est créé tout un métier de formateur autour du Big Data. Et là, on va voir la même chose. C'est-à-dire que la première vague d'impact se fera sur des gens qui sont en poste et qui vont évoluer. Et probablement d'ailleurs, beaucoup plus que dans le passé, les cols blancs. Dans le passé, tout ce qui était robotisation, automatisation, tous ces trucs-là ont beaucoup touché les cols bleus, en fait. Les ouvriers, ceux qui... Voilà. Production, etc. Les gens qui... Voilà. Alors que maintenant, on sent bien que c'est les cols blancs ou blanchâtres qui vont être touchés parce qu'il va falloir que ces gens-là, pour profiter de tout ce qui se passe, fassent évoluer leurs compétences. IBM qui vient d'annoncer des licenciements ou des perspectives de licenciement. Ils estiment que 30% des emplois administratifs et de support pourraient être remplacés par de l'intelligence artificielle. Alors, c'est tout à fait... Alors d'abord, c'est très intéressant que le PDG de cette société importante dise clairement que c'est en raison de l'IA, on ne peut pas dire à cause, mais à cause ou en raison de l'IA. Ça, c'est très intéressant en soi. C'est le premier à avoir fait ça. La deuxième chose, c'est que... oui, mais à quelle vitesse est-ce que IBM va pouvoir remplacer ou faire évoluer ses compétences qui sont plus utiles en des compétences utiles? Quelle est la proportion des gens qui sont censés être licenciés, qui peuvent être gardés pour monter en compétences ou latéralement, donc déplacer, comme on dit, déplacer pour faire d'autres choses liées à l'IA. Justement. Oui, parce que là, on parle de quel type d'emploi ? C'est du support, donc c'est du support, c'est l'analyse de problèmes pour le client, etc. On l'avait vu dans le support client, déjà, tout ce qui était support client avec tous les chatbots, déjà à l'époque, mais les chatbots, ça remonte à 5 ans déjà. Et ça c'est bien intégré. Enfin, c'est rare de voir un service client qui n'est pas aidé ou directement mis en relation avec un chatbot. Sauf qu'un chatbot, c'était surtout fait pour répondre aux questions quand on n'avait pas de problème, quoi. Voilà, bon, mais ça, on l'a vu après, disons que c'était censé faire... mais il y en a certains qui fonctionnent bien. Si on a besoin de rien, c'est pratique. Ouais. Mais dès que ça devient un peu plus compliqué, comme... Bon, alors là, si c'est un peu plus compliqué, c'est là où justement les avancées dans l'IA générative vont apporter des solutions qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Eh oui. Donc il est possible que, regardez les questions qu'on pose, que les gens posent à ChatGPT, parfois c'est très pointu, parfois c'est aussi simple que je viens d'acheter un téléviseur, je sais pas quelle marque, et j'arrive pas à faire monter le niveau de blanc, comment je fais? Et là, vous allez avoir, alors ici, et les trucs, et justement, les fonds documentaires vont être de plus en plus spécialisés, et notamment, et c'est une des évolutions de l'IA génératif, c'est qu'ils vont être, ils vont être intégrés dans le fonctionnement des entreprises qui vont utiliser leurs propres fonds documentaires qui ne sont pas accessibles de l'extérieur. ChatGPT ne sait pas ce qu'il y a chez IBM ou chez Total, ou vous voyez ce que je veux dire, ou chez Orange. C'est-à-dire que demain, on achètera un produit technologique, une voiture, n'importe quoi, un équipement médical hyper professionnel. Non seulement il n'y aura pas de mode d'emploi, mais en plus il n'y aura plus forcément de techniciens pour nous aider à le prendre en main et à répondre aux questions qu'on aura. On aura un ChatGPT.
Je pense que oui, je pense que... Alors là, ça sera peut-être un peu moins une évolution brutale que dans les autres cas d'application de l'IA générative, parce que on est déjà habitué quand même à avoir ces échanges avec des robots, des chatbots qui marchent plus ou moins bien. Il y a tous les trucs, les forums d'utilisateurs qui donnent des réponses, c'est jamais parfait. C'est vrai que là, on va, oui, c'est compliqué, puis il faut y passer du temps, et puis on n'est pas sûr de la source, on n'est pas bon. Il est exact que l'intelligence entre guillemets de ces systèmes va apporter beaucoup plus de renseignements, notamment parce que ils vont être entraînés, ces systèmes de langage là, ils vont être entraînés avec les informations de l'entreprise. Donc, si vous voulez tout savoir sur tel lave-linge, tout sera là. Et puis, il y aura tout ce qui n'est pas public qui sera ingéré par ces systèmes, tout ce qui n'est pas public dans les fonds documentaires d'entreprise, qui ne vont pas être restitués tels quels, mais qui vont être utilisés. Des pannes rares, des choses comme ça. Des choses comme ça, des discussions internes entre les différents responsables, par exemple, techniques d'une entreprise, les ingénieurs qui ont conçu telle ou telle machine. Ça sera masqué, on n'aura jamais accès à ce qui s'est dit, mais ce sera ingéré par l'IA qui pourra s'en servir de façon qui est la sienne, donc un modèle statistique, pour apporter en clair, en langage compréhensible par des humains, comment réparer ou comment remplacer une ampoule LED là où il y avait avant un truc halogène, vous voyez, des choses de ce genre, de façon très précise. Il y a des choses qui existent aujourd'hui, mais c'est un peu comme si sur Internet, je veux dire, et qu'on peut avoir par l'intermédiaire des moteurs de recherche, mais c'est un peu la différence qu'on peut faire entre un moteur de recherche et un truc comme ChatGPT. Vous avez un truc qui est pour vous, qui est fait, qui est construit. Parmi les branches professionnelles qui peuvent être impactées, le juridique, très clairement, ChatGPT va se régaler. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a une limite à la créativité et au talent humain dans ces domaines-là, comme dans d'autres d'ailleurs? C'est une question qui va se poser quand même, parce que ces systèmes sont capables, enfin, ils ont une connaissance qui n'est pas accessible à un humain normal. C'est-à-dire que ça va bien au-delà de ce qu'on peut, dans une vie, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut comprendre, de ce que l'on lit, que l'on capte par la vue, par l'oreille. Aucun avocat ne connaît tous les textes de loi. Mais c'est exactement ça, d'autant mais il sait chercher dans les livres. Il sait chercher dans le livre, mais tout ça, ça sera vrai dans d'autres domaines que le domaine du juridique. Hein, tout ce qui va être, je pense au discours, tout ce qui va être les gens qui écrivent des discours aujourd'hui, elle avait déjà beaucoup qui faisaient du demi-plagiat de ce qu'il y avait sur Internet. Là, ça va prendre des dimensions. Si les gens savent bien manipuler les invites, les prompts, on va arriver à avoir à toute vitesse un discours formidable, une lettre de recommandation, je prends des choses de ce genre, original en plus, c'est-à-dire que 2 fois de suite, on n'aura pas la même si on fait la même demande. Donc, c'est un peu ce qui caractérise ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc, dans le cas, toutes les plaidoiries, tous les textes qui sont disponibles à l'extérieur, et donc la majorité, je pense, aujourd'hui, sont disponibles, vont être ingérés par ces systèmes qui vont apprendre de ces choses-là, comment faire une plaidoirie pour tel cas précis. Ça peut être un cas qui s'est produit, je sais pas, dans le sud de l'Italie, mais ça va être traduit en français ou en anglais, et on va arriver à articuler ça dans une nouvelle plaidoirie. Je prends cet exemple parce que c'est frappant pour des gens comme moi qui sont pas spécialistes en droit. Et puis tout ce qui est contractuel, c'est-à-dire la rédaction de contrats. Tout ça peut être fait à une vitesse grand V. Les statuts pour les entreprises, qui étaient déjà des copier-coller un peu retravaillés. Oui, c'est ça. Donc ça sera une évolution peut-être plus rapide que dans le passé en termes d'amélioration, mais ça sera un peu dans la ligne de ce qui a déjà eu lieu avec. C'est un peu ce qui s'est passé pour les comptables avec Excel. Ouais. Même les scénaristes de Hollywood semblent s'inquiéter de l'intelligence artificielle. Oui, ils sont en grève actuellement là, dès début mai parce que d'une part ils demandent, comme ils le font de temps en temps, des augmentations de salaire, mais surtout, et c'est ce qui a retenu l'attention cette fois-ci, c'est qu'ils demandent une sorte de prise de position et d'action contre l'IA. Alors d'une part parce que l'IA pour eux ça fait du plagiat, enfin, et donc ils utilisent. Oui, parce que l'IA se nourrit de leur création antérieure. C'est ce qu'ils disent, et donc on n'a pas un moyen de vérifier ça, on n'a pas un moyen d'être
rémunérés en droit d'auteur quasiment. C'est comme pour la presse, comme pour les artistes, etc. Ils disent il faut trouver un moyen de faire ça. Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent tous ces scénarios qui sont faits, qui sont écrits notamment par des IA ou avec l'aide d'IA pour une grosse partie, fait qu'on nous met la pression maintenant pour nous payer de moins en moins cher. Ouais. Et donc ils disent ça c'est insupportable. Et donc il faut que vous ayez un moyen de détecter les trucs qui sont écrits avec du GPT ou des choses équivalentes, et puis vous les refusez en fait. Ou alors si nous on doit corriger derrière, eh bien on est payé comme on est payé maintenant, quoi. Ouais, même si on y passe moins de temps. Ce qui s'est passé un peu dans l'édition, je crois, en quelques semaines, des maisons d'édition se sont vues inondées par des manuscrits, notamment dans le domaine de la science-fiction, et en fait c'était du ChatGPT qui était derrière. Ben voilà, donc... Et l'autre chose qui était intéressante, c'est l'annonce du patron d'une société californienne qui s'appelle Chegg, avec 2 G comme chicken and egg, enfin donc l'œuf et la poule en gros, ouais. Qui est un service légal, enfin qui aide les étudiants et les lycéens, etc., à faire leurs devoirs. Donc c'est payant, c'est un abonnement, et donc ça vous donne le moyen entre guillemets, de produire des devoirs, oui, d'apprendre en même temps, beaucoup mieux que si vous étiez seul, surtout si vous séchez sur certains sujets. Et le PDG a annoncé, je crois qu'il a annoncé au moment des résultats, qu'il voyait le nombre d'abonnements baisser dramatiquement, comme on dit aux États-Unis, depuis quelque temps. Concurrencé par ChatGPT. Concurrencé par ChatGPT, et le cours de l'action a perdu plus de 40% à la bourse de New York. Donc on peut voir des effets, mais il y en a sans arrêt. Il y en aura. On va voir des choses comme ça sur l'emploi et le fonctionnement des entreprises qui vont plus. Alors d'ailleurs, la bonne réaction de Chegg, c'est de tout de suite introduire de l'IA, et donc probablement un lien avec ChatGPT, pour améliorer ou faire une offre nouvelle qui sera attractive, en faisant peut-être valoir que bientôt on saura détecter ce qui est fait par ChatGPT, et donc les étudiants ne pourront pas juste se pointer avec un document fait par ChatGPT. Donc peut-être qu'ils vont faire quelque chose de ce genre. En tout cas, ils ont une réaction intelligente. Alors il y a autre chose qui arrive, même, Georges Naon, les IA autonomes. De quoi on parle ? Alors, les IA autonomes, c'est quelque chose de vraiment saisissant. En fait, c'est cette idée que l'on peut demander à certains IA de faire des prévisions, des pronostics, et de se corriger eux-mêmes automatiquement à la volée, comme on dit. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se fait naturellement, c'est-à-dire de l'ingestion de données, donc la consommation de données, lire tout ce qui existe sur Internet et prendre le temps qu'il faut pour comprendre tout ça et l'articuler, là, on va être en mesure, en fonction des interactions que l'on a avec les personnes qui interrogent et qui utilisent ces systèmes, on va apprendre à la volée comment corriger, comment s'auto-corriger. Donc, sur ChatGPT, on vous demande de dire si la réponse est bonne ou pas, et déjà ça aide, mais tout le monde ne pense pas à donner une opinion, et en particulier une opinion écrite, en disant oui, ça c'est bien, mais cet aspect de la réponse n'est pas bonne. Mais là, ce qui est fort, c'est cette capacité de se corriger tout seul. Alors ça, c'est une chose. L'autre chose qui est frappante, et ça a été démontré là en avril par un ingénieur informatique américain qui a développé un truc qui s'appelle AutoGPT, donc comme autonome, GPT autonome. Et son idée a été d'exploiter une évolution de ChatGPT. ChatGPT, au départ, quand c'est sorti il n'y a pas si longtemps, c'était un service. D'ailleurs, on y allait, on consommait comme un moteur de recherche. Après, ils ont ouvert l'accès à des développeurs informatiques, leur service, qui est devenu une plateforme. Donc, c'est passé d'un service à une plateforme dans laquelle, avec ce qu'on appelle... Avec des API. Voilà, les interfaces d'application, c'est des crochets sur lesquels on peut venir mettre ses propres programmes, enfin, où on peut utiliser on peut faire fonctionner ChatGPT par des automates. Et donc, cet ingénieur qui a développé cette AutoGPT, en fait, a permis à son système de se débrouiller tout seul. C'est-à-dire, il dit à ChatGPT d'aller chercher à tel endroit telle information, de faire telle tâche, en fait. Et le système s'auto-alimente et s'auto-corrige. Et enfin, pour les gens qui ont beaucoup utilisé Excel, l'exemple que je prends, c'est comme si on faisait une grosse macro, donc il va automatiser des trucs que l'on fait. Et puis cette macro va se mettre à communiquer avec d'autres macros qu'elle connaît soit à l'intérieur de l'entreprise, soit dans votre PC, soit sur Internet.
Ouais. Elle va apprendre, elle va échanger avec cette macro, elle va communiquer pour essayer de comprendre ce qui se passe, et elle va venir en retour corriger ce qu'il y a à l'intérieur de la macro que vous avez faite vous-même. Voilà à quoi ça ressemblerait. Wow. Donc vous faites une macro, et puis la macro va finir par être beaucoup plus puissante, diversifiée, et puis surtout, et c'est ce qui, à mon avis, est un des éléments les plus intéressants de toute cette histoire d'intelligence artificielle générative, c'est que ça vous donne des idées de choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Ça vous donne des options, ça vous donne des alternatives, même s'il y a en général qu'une alternative, mais il y a toujours d'autres façons de voir une question que vous posez, un problème que vous avez à résoudre, un discours que vous avez à écrire, un article que vous avez à écrire, une recherche. Il y a des idées qui vont venir et qui ne sont pas dans notre champ de connaissances et qui ne peuvent pas l'être en fait, parce que c'est impossible. Donc là, ça devient possible. Et ça, c'est vraiment ce qui est stupéfiant. Il y a quand même une notion de perte de pouvoir. Enfin, je veux dire, l'homme voit passer le train, il ne sait pas du tout qui conduit, dans quelle direction il va, etc. Est-ce qu'on ne comprend pas mieux face à ça les inquiétudes qu'expriment certains par rapport à ce fameux risque théorique d'apocalypse et de menace pour l'humanité dans le futur? Alors, la question de la perte de contrôle, c'est vrai et d'actualité, parce que ce qui est en train d'arriver, c'est pour les non-spécialistes, il faut savoir que c'est déjà arrivé d'ailleurs, c'est qu'en fait l'IA commence à donner des instructions au monde physique. Ce que j'expliquais, c'est que on peut dire maintenant, on peut donner des ordres à l'IA de faire des raisonnements, des prévisions, de superviser, et en fonction d'événements que l'IA aura considérés comme étant déclencher des actions dans le monde physique, c'est-à-dire dire à un appareil de faire ceci, dire à un robot de faire cela, et donc actionner. Alors ça, par exemple, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être l'exemple qu'on peut prendre par un réseau de télécommunications où tout d'un coup un IA qui supervise la répartition du trafic va détecter pour des raisons que peut-être on ne comprendra pas, mais pas toujours quand même. On comprend en général assez bien, mais il y a des fois où on ne comprend pas pourquoi. Et donc l'IA va dire, je vais détourner le trafic de telle partie du réseau vers une autre partie, avec des conséquences qui peuvent être incompréhensibles par l'IA. C'est-à-dire que l'IA n'est peut-être pas encore, celui-là, capable de comprendre les conséquences que peut avoir ailleurs dans le paysage général. Ça peut couper les communications à certains pour les maintenir pour d'autres. Voilà, c'est ça. J'ai pris cet exemple parce qu'on peut très bien l'imaginer. Parce que vous venez des télécoms aussi. Et parce que je viens des télécoms et que je sais que l'IA commence à être très bien utilisée par le monde des télécoms pour faire de l'optimisation, de la prévision encore plus fine qu'on en faisait avant, notamment avec le big data qui a déjà été utilisé. Donc je pense qu'il y a des choses de ce genre où il y a une perte de contrôle parce qu'on ne sait pas. C'est ça qui est en fait assez... Je reconnais que ça, c'est assez effrayant, c'est que les créateurs de ces systèmes ne puissent pas comprendre pourquoi la décision a été prise. Et alors, il me vient à l'esprit une phrase qu'a exprimée le champion du monde du jeu de Go, qui avait été battu. Lee Sedol. Voilà, Lee Sedol, le coréen, qui avait été battu par un système que Google avait racheté, la DeepMind, qui est une intelligence artificielle différente de celle qu'on a avec ChatGPT aujourd'hui, et qui a été battu donc au jeu d'échecs. Donc au jeu de Go, pardon. Et donc les journalistes sont venus lui demander, mais on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous aviez quand même gagné les premières manches. Et il a répondu quelque chose de très profond. Aucun humain n'aurait pu faire ce jeu que ce système a fait. Et alors on le retrouve dans les échecs, où il y a un système un IA qui s'est formé tout seul, je crois 1 heure ou 2, tout seul en jouant contre lui-même aux échecs, donc avec cet aspect antagoniste, vous savez, on met un IA et on met un IA antagoniste qui va jouer contre. Les GAN. Les GAN, voilà, les génératives, voilà. Ouais. Mais alors Lee Sedol, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors ce qu'il a voulu dire, alors, on le comprend mieux dans le jeu d'échecs pour ceux qui jouent aux échecs, c'est que un IA va pouvoir décider très vite de tuer sa reine. Et je ne dis pas qu'un humain ne peut pas le faire, mais un humain n'est pas programmé pour ça. Ne va pas faire ça, parce que c'est pas comme ça
qu'on raisonne dans le jeu, vous voyez. Et ça, c'est très intéressant. Nous, on a des tabous. Lui, l'IA ne s'interdit rien. On a peut-être des tabous, des câblages, effectivement, émotionnels peut-être même. Comme il n'y a pas d'émotion dans l'IA, c'est sûr. Il n'y a pas d'intention non plus. C'est Bill Gates qui racontait quand il a voulu commencer à tester ChatGPT, il a été fasciné. Il a demandé à un moment donné, je fais court, prépare-moi un voyage à Hawaï depuis Seattle. Et donc, le truc sort, les vols, d'avions, les compagnies, les choses à voir, et puis des hôtels. Et donc, Bill Gates regarde les hôtels, et ce sont des hôtels qui n'existent pas. Et ça explique que l'IA, c'est ce qu'il dit, l'IA, dans l'état actuel des choses, ne comprend pas, il ne s'intéresse pas aux intentions. Ouais. Et donc, il s'est dit, vu ce qu'il a compris et analysé des interactions dans le domaine du tourisme, il se dit, un hôtel, il faut... Et alors, il a créé un hôtel qui correspond à ce qu'on trouve ou plusieurs hôtels même, d'après ce qu'il dit. C'est un bel exemple de ce qu'on appelle l'hallucination. C'est ça, voilà. Une forme d'hallucination, tout à fait. C'est-à-dire que c'est probable, mais c'est moins probable que la réalité, mais comme c'est un petit peu probable, je te le balance, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de perception par l'IA que s'il peut y avoir un problème. Pour revenir à la question sur la perte de contrôle, c'est ça entre guillemets, le danger et le risque. Moi, je crois que les gens qui vont mettre en place des systèmes d'IA qui ont un accès au monde physique vont prendre des précautions énormes. Et donc, ces systèmes, d'abord, seront très limités dans ce qu'ils feront, dans ce qu'on leur demandera de faire. On les aura fait tourner à blanc un nombre avec justement des trucs antagonistes ou l'équivalent des trucs antagonistes pour tester toutes les configurations possibles et on va réduire en fait le risque d'hallucination, c'est-à-dire de choses impossibles, ou réduire le risque que le système arrive avec une idée nouvelle qu'aucun humain n'aurait imaginée, comme disait le joueur de Go, et qui pourrait marcher, mais dont on ne sait pas quelles pourraient être les autres conséquences. C'est surtout ça le problème. Qu'un truc marche, c'est bien, d'avoir perdu aux échecs, c'est bien, mais ou au jeu de Go, mais est-ce que ce truc-là, si c'est appliqué dans d'autres situations de jeux stratégiques, etc., ça peut pas avoir des effets beaucoup plus préoccupants, parce qu'on n'aura pas la réponse. C'est toujours la question, quand on est un humain, c'est qu'on aime bien comprendre le dégât qui aura été causé, parce qu'on a besoin de comprendre comment on en est arrivé à ce raisonnement. Et là, comme on dit, beaucoup de créateurs d'IA ne savent pas ce qu'il y a sous le capot, ne comprennent pas toujours. C'est vertigineux. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Georges Naon, ancien président d'Orange dans la Silicon Valley et spécialiste aujourd'hui de l'innovation technologique. Et on renvoie à vos ouvrages et puis éventuellement à vos conférences également. Merci beaucoup. Merci.